Que je suis à moitié marocain, Inch'Allah. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Oui, oui, je vais répondre. Moi, j'ai créé un groupe d'environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, ce que j'avais trouvé qui m'aidait, c'était l'alcool. Ensuite, quand on a les traitements qui vont bien. Et moi, c'est le sport. Voilà. Donc Pour ceux qui ne le savent pas, moi, je ne bois pas, donc je ne comprends pas trop Mais ces voilà. problématiques. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon premier podcast. Alors, je vous demanderai le maximum d'indulgence. Je reçois l'un de mes premiers associés. Je tenais à ce que ce soit lui, notre premier invité. Parce qu'il a eu un parcours un petit peu chaotique et il essaye de se relancer. Donc voilà, je vous souhaite la bienvenue dans la vraie vie d'un entrepreneur et puis on va passer un moment ensemble. Bonjour Florian. Bonjour Jérôme. Je te laisse te présenter en quelques mots. Et puis ton parcours, très brièvement sur tes études, après notre rencontre, etc. etc. Ok ? Ok. Allez, c'est parti, à toi. Donc je m'appelle Florian, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants. Donc mon parcours, il est plutôt simple niveau scolaire, même un peu chaotique. Comme je disais, jusqu'en troisième, où là, sortie de troisième, personne ne me veut nulle part. Papa qui dit il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Donc j'ai de la chance d'avoir un professeur qui a cru un peu en moi et qui m'a trouvé une place donc dans un bac professionnel en maintenance agricole et parc et jardin. Donc je fais ces 3 ans de bac pro en alternant un peu en entreprise avec un patron qui m'a suivi pendant ces 3 ans. À l'issue de ce bac, on me propose de faire un BTS technico-commercial pour la simple et bonne raison qu'on décèle en moi un talent pour le commerce, si je peux le dire comme ça. Donc mon patron de l'époque me prolonge de 2 ans du coup en tant que commercial. Me promet une place de responsable dans un futur établissement qui compte ouvrir. Mais bon, à l'époque, je pense que je suis un peu jeune pour ça. T'as quel âge déjà ? Que je sors de BTS, j'ai 20 ans. Ok. J'ai 20 ans, donc en parallèle de l'école, j'ai toujours travaillé pendant mes vacances scolaires. Fait plein de petits boulots à côté. Sortie de BTS, je fais pas mal de missions d'intérim. Donc faut savoir que je suis parti de chez mes parents à peu près autour de mes 18 ans, donc je me suis installé avec ma compagne actuelle très tôt, donc j'ai fait des missions d'intérim pour tout simplement pour payer le loyer et puis manger. Et ensuite j'ai voulu du coup me poser, donc j'ai postulé à plein d'annonces. Et là, je me fais rappeler par une recruteuse d'un groupe qui fait de la dératisation, hygiène, sécurité. Et je crois que c'est là qu'on se rencontre, du coup. D'accord, c'était pas une de mes annonces et on s'était pas vu en direct, je m'en souviens même plus. Non, c'était des annonces Pôle emploi où j'ai postulé du coup peut-être sans annonce. J'ai été rappelé par une personne qui était Mathilde, je crois, la recruteuse de ce groupe, et qui ensuite, après avoir raccroché avec elle, tu m'as contacté, on s'est rencontrés et voilà, ça a matché. Pour le poste de commercial, du coup, sur cette affaire que tu lançais. Ouais. Donc là, on est en 2016, ça, 2017 ? Oui, c'est ça. 2016 ? Même, ouais, 2016. Donc là, je t'embauche en tant que commercial dans une première structure. Pour rappeler aux gens, moi, j'ai créé un groupe d'environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires sur différents secteurs. Et en fait, mon idée, elle est partie de ce premier établissement parce que j'avais développé une franchise plus ou moins, j'étais rentré dans un groupe, on va dire, qui détenait 51% des parts et une gérant minoritaire en détenant 49% des parts et on devait lancer donc cette structure dans l'Ain et la Saône-et-Loire. Moi, j'avais encore mes magasins, donc du coup, je ne voulais pas faire le commercial. Donc, c'est pour ça que je souhaitais recruter un commercial et j'ai donc pris Florian. Et on a fait cette petite aventure pendant 9 mois, à peu près. Ouais, j'aurais dit 1 an, mais oui, dans ces eaux-là, oui. Ouais. Donc en gros, en fait, si vous voulez, on ne s'est pas trop bien entendu avec les gérants de cette entreprise parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur
le fonds de roulement, l'économie, la trésorerie, etc. Donc du coup, après, on a fait chacun son chemin. Donc moi, du coup, j'ai souhaité créer mon propre groupe sur leur modèle parce que je les trouvais excellents par contre. Et j'ai souhaité garder Florian parce que il m'avait prouvé durant ces années qu'il était, on va dire, non seulement très compétent, mais surtout très investi, très volontaire. Et du coup, je te laisse poursuivre. On est allé dans la menuiserie. Du coup, oui, on s'était dit qu'on reprendrait une affaire ensemble. On s'était dit que la menuiserie, c'était la chose la plus simple dans le bâtiment aussi à apprendre. Ouh là là, alors là, tous les menuisiers, ils vont nous casser la tête. Nous tomber dessus. Mais moi, je parle sur le fait de vendre les menuiseries. C'est pour ça que je te reprends. Voilà, je parle pas du tout de la pose qui est autre chose. Non, et puis tu as eu un vrai parcours avec le dirigeant. Donc là encore, pour vous expliquer, on a ciblé donc une petite menuiserie, hein, c'était notre business model, donc qui faisait environ 700 000 euros de chiffre d'affaires avec le dirigeant qui vendait. Hein. Tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi. Donc on a fait rentrer Florian en tant que commercial pour qu'il se forme plus ou moins, pour voir si ça lui plaisait. Et du coup, c'était pas mal. Du coup, ça s'est pas trop mal passé. Le gérant qui était en place m'a dit qu'avant de pouvoir être autonome sur le terrain, il faudrait compter entre 3 et 5 mois. Et au bout d'un mois, à peu près passé avec lui tous les jours, j'ai voulu me lancer tout seul. Et puis, j'ai commencé tout simplement à être autonome, à vendre les chantiers tout seul. Donc la suite s'est fait, on va dire, assez naturellement. Il faut rappeler aussi qu'il y avait une équipe de pose qui était en place, qui était très bien aussi. Très impliqué, très sérieux. Très sérieux. On a passé des belles années professionnelles, on va dire, parce que une super qualité de pose, de produits également, donc des très bons habits. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Mais c'était aussi le petit coup de pression, c'est que c'était une entreprise qui avait très bonne réputation et il fallait garder garder et maintenir cette réputation, voire même aller plus loin et l'améliorer. Ce qu'on a réussi quand même à faire, je pense. Ouais, tout à fait. Voilà. Tout à fait, on va en parler. Donc, du coup, on rachète cette entreprise tous les deux. Ouais. Donc, je détenais 60% des parts à travers la holding et donc 40% des parts pour toi. Le deal était clair, tu étais responsable d'exploitation, donc commercial, gestion du quotidien, de l'opérationnel. Et puis nous, au niveau de la holding, on avait toutes les fonctions support. Comptabilité, financement, etc. Tout ce que je n'aime pas faire. Tout ce que tu n'aimes pas faire et tout ce que la plupart des artisans n'aiment pas faire. Et ça aussi, on en parlera. C'est notre projet futur parce que on souhaite toujours conserver tout ce qu'on a acquis comme compétences et le proposer désormais à ces services à des entreprises extérieures. Voilà. Donc du coup, on a fonctionné comme ça. Je crois. Est-ce qu'on a embauché ta compagne Pauline très rapidement? Oui, tout de suite dans la foulée parce que l'assistante du coup administratif qui était en place. Elle avait un autre projet professionnel aussi. Alors là aussi, donc petite précision, en fait, effectivement, l'entreprise faisait déjà appel à une personne extérieure, une assistante extérieure, donc qui représentait un coût d'environ 15 000 euros de mémoire. Et on s'est dit qu'on allait la remplacer par ta compagne pour continuer cet esprit familial que j'avais au sein de mes autres structures et qui était volontaire parce qu'elle n'avait pas vraiment de carrière professionnelle très elle précise. Sortait aussi d'un déboire avec son ancien patron. Tout à fait. Donc elle travaillait le matin pour moi et l'après-midi pour toi parce qu'on a d'autres structures et qu'on pouvait la prendre en charge sur l'ensemble des structures. Exactement. Donc on est parti comme ça. Au niveau du chiffre d'affaires, ça s'est bien passé. On a maintenu, voire progressé. On a même progressé, oui. Je crois que le dernier, on a presque réussi à faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur cette structure. D'où le fait où je pense qu'on peut y venir, le rachat d'une seconde. Alors justement, on va essayer de suivre, parce que je me suis fait un petit planning, enfin des petites questions pour essayer de suivre tout ça. On va parler déjà du pic sur cette structure.
Donc on est d'accord, 1 million d'euros à peu près. Oui, au maximum. Au maximum, avec des équipes en place. Ouais. Des difficultés de recrutement, mais pas trop parce que c'était une petite structure. Ouais. Donc ça allait, on avait un noyau dur assez intéressant. On a eu quelques déboires avec, je ne me souviens plus son nom. Mais, un des salariés qui voilà, restait qu'on a fait partir, mais ça s'est bien passé. On va dire qu'on n'a jamais eu trop de tracas de ce côté-là jusqu'à au dernier épisode de ces structures, mais on va y aller tout doucement. Est-ce que tu t'es dit à un moment, quand tu avais cette structure, j'y suis arrivé, j'ai réussi? Non, moi non. Moi, je me le suis jamais dit. Il y a des gens qui me l'ont dit, ouais. Mais non, j'ai jamais pris on va dire ce moment de réussite pour une réussite acquise. Pas du tout. Pas du tout. Je suis un éternel insatisfait de moi-même. Donc non, pas du tout. Alors, en fait, moi j'ai envie de te dire, je pense que c'est assez propre aux entrepreneurs parce qu'on a toujours la peur que ça s'arrête parce que le chiffre d'affaires, il n'est jamais acquis. Chaque jour, chaque mois, chaque année, on est obligé de se renouveler et de retourner au charbon pour aller chercher notre chiffre d'affaires, etc. Donc c'est difficile de se dire ça y est, c'est parti. Et on n'a surtout pas envie de faire moins que l'année précédente. On a toujours envie de progresser de ce côté-là. En plus, c'est sûr, ça c'est l'ambition. Ok. Donc après, derrière, donc tout se passe bien sur ces structures. Oui. Moi aussi, de mon côté, plus ou moins, même s'il y a des déboires, on va dire qu'on essaye de faire progresser le groupe. Là, sur la globalité, on arrive en 2020. Oui. Le groupe atteint désormais à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on décide ensemble, parce que tu avais besoin d'un nouveau challenge, de racheter une nouvelle structure. Oui, pour la simple et bonne raison que je m'ennuyais un petit peu. On va dire que je trouvais les choses un peu simples à mon goût. C'est-à-dire que moi, je faisais vraiment ma partie du travail où les rendez-vous clients, on rentrait les chantiers, les poseurs faisaient le travail vraiment très bien. On était réglé et voilà, j'étais arrivé un peu dans une routine où je me suis dit, j'ai que 26 ans, je me vois pas rester comme ça toute ma vie. Donc je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas un nouveau challenge en visant un peu plus haut? Donc c'est là que je me remets à la recherche d'une cible. Oui. On trouve une cible pas très loin d'ici, à Montrevel. Donc là, c'est une belle structure qui était en difficulté, on va dire, parce qu'elle était juste ric-rac, on va dire. Concrètement, pour vous donner des chiffres, elle faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus. Par contre, quasiment pas de résultats. Il y avait un très beau local, des machines pour fabriquer les menuiseries. Et donc, dans notre esprit, on s'est dit, voilà, on rachète ces structures. Comme ça, on pourra se faire nos propres menuiseries. Et le but, c'était de potentiellement racheter d'autres petites menuiseries locales qu'on fournirait à travers cette fabrication. C'était exactement ça. C'était pouvoir maîtriser ses délais, pouvoir faire passer des clients en priorité selon les urgences. C'était vraiment la partie, on va dire, fabrication qui était intéressante. Donc cette structure, on l'a revendue à mon dernier directeur d'exploitation. Et logiquement, on devrait y aller dans pas très longtemps pour la visiter et interviewer cette personne que j'aime beaucoup d'ailleurs et qui fait du très bon travail. Et je pense que si on l'avait eu dès le départ, on n'en serait pas là aujourd'hui. Enfin bref. Donc on rachète cette structure en 2020. Oui, oui. Je dirais que c'est un peu plus tard. Dis-moi, 2021 je dirais même 2022, parce qu'on a racheté la première en 2019 et on a laissé passer quand même quelques années écoulées. Je croyais... Non, on a racheté la première structure en juillet 2019. D'accord. Moi, j'étais rentré en 2018. Voilà, donc on a racheté en 2019, si mes souvenirs sont bons, et je crois qu'on a racheté l'autre 3 ans, 4 ans après. Voilà, 2022. Ok. Je crois que c'est 2022. Mais c'était là, le groupe en fait avait fait une levée de fonds pour racheter plusieurs structures en même temps. Donc il y avait la plus grosse, la société Piguet, qui faisait 6-7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On avait une toute petite plomberie également. Donc ça, on y reviendra aussi dans une future vidéo. Et donc ta menuiserie, notre menuiserie, donc là on repart sur le même schéma. D'ailleurs c'est Morgon
qui rachète la menuiserie. Oui. Donc on est toujours à 60-40. Et là, tu découvres comment gérer une entreprise beaucoup plus grosse, avec beaucoup plus de salariés. Parce que, rappelle-moi, il y avait combien de salariés? Quand on est arrivé, il me semble qu'il y en avait 24 en place, Ouais. si mes souvenirs sont bons. Donc, et surtout la gestion à distance. Et la gestion à distance. Donc là, on décide de prendre un directeur d'exploitation. Oui. Donc tu retombes dans mon schéma, c'est-à-dire que toi, à travers tout ça, tu n'avais pas vraiment connu ce management, et désormais tu te mets un peu dans mes baskets et te dire, bah voilà, comment faire pour gérer un dirigeant à distance qui doit faire son travail. Voilà, c'était le plan de base. De base, c'était pas une structure où je devais être présent à 100%. C'était une structure, on va dire, additionnelle, sachant que sur la petite structure, il fallait toujours quelqu'un pour être sur place. Bien Donc sûr. oui, le schéma était, voilà, c'était une structure additionnelle où on a mis en place un responsable d'exploitation sur place avec qui, au début, ça c'est quand même, on va dire, les six premiers mois. Souvent. Les 6 premiers mois, ça s'est bien passé, et ensuite, après, un peu moins bien. Un peu moins bien, parce que moi, c'est vrai que je peux pas être, je me rends compte que je peux pas être partout à la fois. Il faut bien se dire aussi, alors après, ça, c'est le ressenti que j'ai aujourd'hui avec le recul, mais je suis quelqu'un qui suis jeune. Il y a des salariés qui ont l'âge de mes parents, qui sont là depuis 20 ans dans l'entreprise. En n'étant pas beaucoup présent, forcément, on sait pas ce que je fais. On a du mal à la légitimité. Il y a aussi ça, il y a le fait que j'arrive, c'est une réflexion que j'ai souvent eue. J'arrive avec donc toi qui est l'investisseur principal, où j'entends tu serais pas là si Jérôme n'était pas là. Donc c'est vrai qu'on se sent pas du tout légitime, et je perds vite, on va dire, ma place au milieu de tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'est pas facile, hein. Non. Mais je te rassure, donc légitime ou pas légitime, patron ou pas patron, moi je l'ai vécu. De toute façon, à partir du moment où on n'est pas présent à 100% dans les structures, ça a été très compliqué. C'est pour ça que moi aussi, on a liquidé l'ensemble du groupe. C'est que de toute façon, tu as des réflexions, c'est toujours de ta faute vu que tu n'es pas là. Quand tu es là, tu prends pas les bonnes décisions. Donc c'est vraiment une échappatoire. Et puis le fait facile. qu'on soit associés, certains avaient bien compris que aller blablater sur l'un ou sur l'autre, ça arrivait un peu quand même à nous mettre en conflit. Encore nous deux, ça allait, mais parce qu'on avait quand même une bonne communication. Mais après, voilà, c'est compliqué. Ça restait quand même compliqué de savoir qui dit vrai, qui dit faux, voilà, parce que c'est sûr. Situation compliquée. Donc là, et du coup, vu que ça se passait pas bien avec ce directeur qui était le fils décédant, pour la petite précision, et avec le recul, là encore, on se dit, s'il n'a pas repris lui-même la structure, c'est qu'il y avait peut-être des raisons. Voilà. Après, pour moi, c'est on va dire une bonne personne et un bon salarié, mais à des moments, si on veut monter trop haut, la problématique, c'est que du coup, on se brûle les ailes, parce que si on est au-dessus de ses compétences, on est malheureux, parce que non seulement on fait pas du bon travail, mais en plus, on part limite en burn-out systématiquement. Et lui, je pense pas que ça soit vraiment de la mauvaise intention, c'était juste que le rôle ne lui convenait pas. Et du coup, on s'est mis à chercher de nouveaux directeurs. Oui, il y a eu un deuxième qui n'est pas resté longtemps. Qui n'est pas resté longtemps, qui a soi-disant trouvé un poste un peu plus sympa, mais on n'en est pas sûr. Lui aussi, moi, à mon avis, c'est pareil, c'était un peu un imposteur qui savait faire des tableaux Excel, mais à part ça, c'était pas terrible. Guère mieux. Et après, du coup, on a recruté Nicolas. Oui. Qui lui était très bien et qui désormais a repris l'entreprise. Toi, tu n'as pas trop travaillé avec lui, et on va dire que tu étais déjà dans une complexité psychologique relativement importante. Oui. On s'est mis en redressement. Oui, j'ai pris un peu de recul par rapport à cette structure, parce que je pensais... je pensais pouvoir gérer une structure de 4 personnes de la même manière qu'une structure de 24 personnes. Et c'était pas tout à fait pareil. Voilà. Mais bon, c'est un bel apprentissage, on va dire. C'est ce qu'on dit toujours. Alors même si c'est des phrases bateau, l'échec, on apprend, etc. Mais quand on le vit, c'est pas évident. On va y venir, mais c'est pas évident. Donc,
là, on sent qu'il y a une baisse sur le marché. En plus, on s'aperçoit que les anciens propriétaires siphonnent une partie du chiffre d'affaires qui était une grosse partie quand même, hein, parce qu'à travers les sœurs catholiques de France, et un apporteur d'affaires qui devait soi-disant nous amener 1 million, 1,5 million de chiffres. Puis finalement, on s'aperçoit qu'ils ont recréé une structure et qu'il y a une grosse partie du chiffre qui part là-bas. Voilà. Donc nous, on n'est pas des merdiers, entre guillemets. On n'est pas allé plus avant mais c'est vrai qu'on en a eu gros sur la patate. Hein. Enfin, moi, personnellement, j'en ai eu gros sur la patate vis-à-vis d'eux. Ouais. Parce que une baisse de chiffre comme ça, comme je le dis souvent, une croissance, c'est déjà difficile à gérer en France parce que pour recruter, etc., c'est quasiment impossible. Mais une décroissance, alors là, c'est catastrophique parce qu'on ne peut pas séparer les gens. Les licenciements, ça coûte très cher. En plus, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup d'ancienneté. Donc, ça a été chaud. Hein. Ça a été chaud. On a fait du chômage partiel. On en a fait des choses pour essayer de sauver cette structure. Oui, parce que on rachète donc la première structure en 2019. On prend le Covid dans la foulée. Ensuite, guerre en Ukraine. Donc, nous, sur les coûts matières, forcément, ça a eu un impact. Là aussi où c'était la surprise sur cette entreprise, c'est les coûts matières, parce qu'on se rend compte que c'était une grosse structure, mais à la fois une toute petite par rapport aux gros industriels. Donc en fait, on se rend compte que d'acheter la marchandise chez des gros industriels nous coûte moins cher que de fabriquer soi-même nos propres menuiseries. Donc on se retrouve un petit peu coincé et surtout, on est un peu loin du projet initial, quoi. C'est sûr. Après, moi, ce que je voulais, et là, on n'a jamais réussi vraiment à le mettre en place, c'est faire du B2B. C'est de vendre à des professionnels pour avoir du volume, parce qu'on sait, là, on rentrait dans l'industrie et que pour avoir une marge et des choses intéressantes, il faut avoir du volume. Mais et là, on n'en avait plus assez. C'est un peu le problème avec les fournisseurs, que ce soit d'aluminium ou de PVC, c'est que pour avoir des tarifs intéressants, il faut faire du volume. Mais pour pouvoir faire du volume, il faut avoir des tarifs intéressants. Donc, c'est un peu le chien qui se mord la queue et c'est l'investissement. À un moment, c'est un choix. Il faut se dire, on gagne pas d'argent pendant un certain temps pour créer du volume et pour atteindre les objectifs et après rentabiliser. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui gagnent pas d'argent pendant des années, des startups, etc. Même les plus grosses qui font des milliards de chiffres d'affaires. Puis on s'aperçoit qu'à la fin, il reste rien. Donc c'est pas toujours évident. Après, moi, j'avais aussi le ressenti du coup de pas du tout être suivi. Faut bien le dire par rapport à tout ça. Suivi dans quel sens et par qui Par les salariés, par rapport à cette ambition-là, parce que forcément ils avaient toujours fabriqué pour eux-mêmes. Voilà, c'était vraiment, on va dire, l'ancienne école. Et quand moi j'arrive et que je dis à partir de demain on va plus faire comme ça, on va faire comme ça, parce que sinon on va aller droit dans le mur. On a toujours fait comme ça. Voilà, on a les réflexions et on n'est pas du tout suivi. Et c'est ça qui est compliqué de ce côté-là, parce que pour vendre quelque chose, il faut être sûr de soi, sûr de ses équipes. Chose que j'avais sur la première structure à 100% et chose que je n'ai pas eu du tout sur la deuxième. La qualité de fabrication n'était pas au rendez-vous de ce que tu souhaitais. Et même quand je montrais les défauts de fabrication ou autres, on ne comprenait pas. On avait toujours fait de la même manière, donc il fallait que ça passe. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui suis très maniaque. Je pense que tu le sais. Donc c'est assez compliqué. Au cordeau. Voilà, au cordeau, c'est la phrase. Exactement. Donc là, on en revient à racheter une structure. C'est pas évident parce qu'il y a déjà une politique qui est en place, effectivement des habitudes, même mauvaises, et désormais on le sait, c'est vraiment pas évident. Et plus ils sont nombreux, plus c'est compliqué, quoi. Alors moi, je prends toujours un exemple où on peut pas mettre tous les salariés dans le même panier, mais il suffit, je donne toujours l'exemple de la pomme pourrie. Vous mettez une pomme pourrie dans un bac de légumes frais, en 3 jours, les légumes ils sont pourris. Et malheureusement, en France, il y a beaucoup de pommes pourries. Et voilà, il y a beaucoup de pommes pourries. Parce que la société ne fabrique que des pommes pourries avec des protections dans tous les sens. Et le pire, c'est que ça s'est étendu sur l'ensemble du groupe. Alors bien évidemment, on peut refaire l'histoire, ils peuvent avoir leur vision. Mais quand on discute avec 100 patrons et qu'il y a 100 patrons qui disent la même chose, à un moment, il faut tirer la sonnette d'alarme et peut-être réagir sur... Mais bon, on ne va pas faire de la politique. Non. On est impuissant, on va essayer de vivre avec. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc les difficultés arrivent. Oui. Les difficultés arrivent sur l'ensemble du groupe. Oui.
Mais on sait qu'on a une baisse de commande par rapport à la menuiserie, qui est conjoncturelle. Oui. On est d'accord. Donc là, en gros, tu y es pour rien. Oui. Il y a une baisse de volume, sauf comme je l'ai expliqué, la décroissance, on ne peut pas la gérer. Oui. C'est quasiment impossible. Donc la seule façon, c'est de se mettre en redressement. Et malheureusement, le redressement, ça casse complètement la dynamique parce qu'après, vendre quand on est en redressement, c'est quasiment impossible. Voilà, comme tu le disais, je crois dans une précédente vidéo, un restaurant en redressement, les gens continuent d'y aller parce que, ma foi, ils mangent, ils payent leur assiette, mais dans le bâtiment, c'est très compliqué. Et ce que je peux comprendre, parce que moi, le premier, je ne signerai pas un devis avec une entreprise en redressement pour éviter de finir chez Monsieur Courbet, quoi. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je peux comprendre. Et là, on peut faire une petite aparté parce qu'on a eu des réflexions aussi de clients, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entreprise qui est en redressement, ça ne nous amuse pas du tout quand on est patron. Alors bien évidemment, il y a des entreprises, ils encaissent les acomptes, etc. Ils ferment et ils partent avec la trésorerie. Mais la plupart des entreprises et des patrons, c'est pas du tout ça. On est en très grande difficulté, en très grande souffrance psychologique la plupart du temps. Le but, c'est de faire survivre l'entreprise. Donc, d'encaisser des acomptes, de faire des ventes, de protéger nos clients, d'aller jusqu'au bout du chantier, ça a été un leitmotiv sur l'ensemble des structures. Et vraiment, on a essayé d'être le plus propre possible avec tout le monde. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident parce que on doit payer les matériaux en avance, les acomptes sont protégés pour ceux qui ne savent pas. Donc, à partir du moment où une entreprise est en redressement, vous ne pouvez plus perdre votre argent. Et c'est beaucoup plus sain finalement qu'une entreprise qui va fermer du jour au lendemain. Et ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer à nos clients. On a travaillé un petit peu dans ce sens-là, mais au bout d'un moment, on a pris la décision de tout arrêter parce qu'on n'en pouvait plus, tu n'en pouvais plus. Oui. Et puis c'était une décision stratégique pour pouvoir se reconstruire. Déjà humainement, psychologiquement, on va y venir, mais aussi pouvoir repartir sur des bases propres et même l'entreprise. C'est-à-dire que moi, pour sauver Morel, c'était préférable de liquider complètement la structure et de la revendre à mon directeur pour pouvoir faire perdurer l'entreprise. Parce que si on continuait en redressement, on allait tout perdre. Donc j'ai préféré opérer comme ça et tu étais d'accord avec moi. Donc, on a préféré tout liquider d'un coup et puis tourner la page. Oui, tout simplement. simplement. Donc, la liquidation judiciaire, toi, tu l'as vécu comment parce que sur ça, on a un peu décroché tous les deux parce que, on avait besoin de se protéger l'un l'autre, je pense, et puis moi, le premier. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, avant tout ça, moi, il faut rappeler que j'avais pris du recul. Aussi par rapport aux structures, par rapport à certaines personnes, même si je t'en veux pas, que tu avais embauché. Alors, on peut en parler. Hein. Ouais. Donc moi, justement, j'avais embauché un directeur général qui n'était pas du tout dans le même management que moi. Parce que moi, j'ai un management relativement participatif et bienveillant, mais je voyais que j'avais zéro résultat. Donc à un moment, je me suis dit, je vais prendre un directeur général à l'ancienne, beaucoup plus punchy, voire à la limite du harcèlement parfois. En tout cas, c'est ce que les salariés m'ont reproché parfois. Et toi, d'ailleurs. Et le résultat a été le même parce que effectivement, j'ai eu plus de prud'homme, pas plus de résultats, etc. Donc là, à l'instant T, c'est ce que je disais tout à l'heure à Florian, je n'ai aucune certitude au niveau du management. Je ne sais pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas parce qu'on a essayé tellement de choses et qui n'a pas fonctionné. Que là, alors, juste, c'est vrai, quand on est plus proche et quand on a une plus petite équipe, c'est plus simple. Mais dès qu'on commence à monter dans des équipes relativement importantes, c'est vrai que c'est assez compliqué. Hein. C'est plus compliqué. Donc là, oui, mon directeur général, ça a été compliqué avec toi. Voilà, ça fait exploser en vol. Ce que j'ai mal vécu, voilà, c'est le fait où il y a ces deux personnes-là qui arrivent, avec qui ça ne passe pas du tout. Toi, quelque part, avec qui je suis quand même relativement proche, qui s'éloigne, mais je pense que forcément tu en as besoin aussi. Donc ça, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est ce que j'ai expliqué à plein de gens. C'est-à-dire que moi, arrivé à un moment, j'étais aussi en dépression, burn-out, etc. Et que j'avais plus de solution. Donc, je me suis reposé sur lui en le voyant un petit peu comme le sauveur et en me disant, voilà, je vais travailler qu'avec lui. Je ne veux plus avoir rien à faire avec les dirigeants, les salariés, etc. parce que ça n'a pas de sens et que j'en souffre énormément. Et lui devait être l'intermédiaire.
Mais ce que je comprends, et une fois de plus, je ne t'en veux pas de ce côté-là. Mais pour revenir à la liquidation, donc avant tout ça, moi j'avais donc du coup pris du recul. Je l'ai fait pour aussi protéger une partie de mon équipe. Parce qu'on était en perte de vitesse, il allait falloir se séparer de quelqu'un. Ouais. Moi, j'étais un peu, on va dire, aussi au bout du rouleau. T'avais envie de tourner la page. J'avais envie déjà de tourner la page, même si derrière... Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, on a trouvé un poste de cuisinier, oui, du coup, dans une autre structure. Oui, tu m'as embauché en tant que cuisinier dans l'hôtel, on y reviendra après. Mais t'étais pas bien loin, quoi. Comment? T'es pas parti bien loin. Je suis pas parti bien loin. Mais j'avais quand même l'idée dans ma tête de me dire, ben, si jamais on arrive à s'en sortir, pourquoi pas un jour reprendre ma place dans la structure. Mais déjà, le fait que je m'en aille, ça libérait un salaire, ça évitait à un de mes gars de perdre un travail, son travail. C'est surtout là-dessus où j'insiste, c'est que on pourrait penser que j'ai fui, donc quelque part c'est un peu une fuite, mais je l'ai aussi fait très sincèrement pour protéger et éviter à un de mes gars de perdre son travail aussi tout simplement. Et je leur faisais entièrement confiance de ce côté-là et je m'étais dit je m'étais appuyé sur mon bras droit que j'appréciais énormément et qui du coup n'a pas fait l'affaire. N'a pas fait l'affaire. Et là encore, c'était pas la question que c'était une mauvaise personne ou autre, c'est qu'il a vu trop gros lui aussi, et qu'il n'était pas à la hauteur du poste, où il n'a pas compris ce qu'on attendait de lui. Voilà. Et là encore, j'en reviens aussi à Nicolas, qui avait validé le fait de pouvoir diriger les deux structures à travers cette personne. Et Nicolas s'est, à son tour, aperçu que sur du multisite, c'est quasiment impossible. Franchement, à notre époque, il faut être dedans, autrement c'est très compliqué, quoi. Exactement. Donc là, on va essayer d'avancer un petit peu sur tout ça et de passer plus sur un aspect, c'est lapsus révélateur, un aspect psychologique. Ouais. Je pense que c'est très très important qu'on en parle et c'est aussi pour ça que tu es là, parce que tu voulais témoigner par rapport aussi à ça, à la souffrance que tu avais pu ressentir, tout ce qui s'est passé. Alcool, drogue, la relation éventuellement avec ta femme, tes enfants qui arrivent, parce que toi, tu as eu cette problématique-là à gérer en plus, parce que c'est forcément un heureux événement, mais ça met une énorme pression. Il faut savoir qu'en fait, j'ai toujours voulu faire les choses dans l'ordre où je me suis dit, on trouve un emploi stable qui fonctionne, on attend, ensuite on investit dans une maison. J'étais vraiment carré de ce côté-là et là en fait tout arrive en même temps où les entreprises sont en perte de vitesse. Ma compagne accouche de jumeaux, donc une pression supplémentaire. Dans la foulée, je perds ma grand-mère avec qui j'étais très proche. Voilà, donc tout en même temps, tout s'écroule. Je suis quelqu'un qui a déjà du mal à avoir confiance en soi, donc là on est au plus bas. Même si je maintenais, j'avais quand même réussi à avoir une certaine assurance parce que mine de rien, ce que je faisais tous les jours, je le réussissais. Donc, mais voilà, là tout s'écroule en même temps. On se sent extrêmement seul, très seul. Donc forcément, comme toi aussi tu le disais, la relation, en plus moi je travaillais du coup avec ma compagne, donc même si j'étais plus dans l'entreprise, j'avais les échos. On a dû licencier également. Voilà, donc du coup tout était sur mes épaules, c'est que si moi je tombais, tout tombait, et voilà, et c'est ce qui est arrivé, et on se sent extrêmement seul, même si nos compagnes nous soutiennent, on le voit pas de la même manière. Enfin moi je l'ai pas vu de cette façon-là. Et du coup, là où tu vas en venir, alors il faut savoir qu'il n'y a pas eu de drogue. Il n'y a pas eu de drogue. Je me suis. Non, mais vas-y. Mais c'est vrai que voilà, je suis quelqu'un de nature qui, de base, aime bien les bons banquets où on mange bien, où on boit bien. J'ai toujours eu l'alcool festif. Sauf que là, je tombe. C'était plus du festif. Voilà, là, je cherchais vraiment quelque chose qui m'anesthésiait le cerveau, tout simplement, ou dans ces moments-là, j'avais l'impression d'avoir des solutions à tout, où le temps d'un instant, on oublie ses problèmes. Sauf que quand on se réveille, on est encore plus angoissé. Et puis, forcément, quand tout va bien dans votre vie et que vous picolez un petit peu, vous n'êtes pas du tout la même personne.
que quand tout va mal dans votre vie et que vous picolez un petit peu. Ça veut dire qu'on sait plus ce qu'on a dit, on sait plus ce qu'on a fait, on regrette, on est en pleine angoisse et du coup voilà, c'est ingérable. Donc je décide, enfin après plusieurs alertes, c'est que je ne savais qu'est-ce pas. que tu entends comme par alerte? Bah en fait, Parce que je crois qu'il y a eu un passage à l'hôpital. oui, voilà. Mais avant tout ça, D'accord. les signes, je les connaissais pas de la dépression, du burn-out, je m'en Puis en rendais plus, pas on compte. se ment un peu à soi-même. Hein. Et- On est plus fort que ça, Voilà. ça peut pas nous Et pour moi, arriver. c'était inconcevable qu'à mon âge, qu'à 30 ans, de faire un burn-out. Et puis en plus, derrière, j'ai une pression où les gens qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours un plan A, B, C, sauf que là, il y a plus de plan, c'est une page vide. Donc j'ai essayé, j'ai fait un premier malaise à la maison où je suis donc à l'hôpital. Donc là, on est d'accord, tu bois tous les jours pour oublier. Alors, non, dans cette période-là, pendant que j'ai travaillé, à chaque fois que j'ai eu travaillé, enfin, quand j'étais on va dire en poste, je ne buvais pas la semaine. Par contre, c'était le week-end. Ok. Le week-end où, voilà, il y avait de l'excès le week-end, mais pas la semaine. Ça, Ok. il n'y a pas eu la semaine. Et même quand tu es allé à l'hôtel? Alors, l'hôtel, là, c'est différent parce que l'hôtel, forcément, il y a un bar, Ouais. et La tentation est voilà, dans le milieu de la restauration, il y a la bière après le service, 2 bières, 3 bières, voilà. On va dire que c'est, comme on dit l'image, faire tenir un bar par un alcoolique, c'est pas terrible. c'est pas terrible. Donc forcément, ça enfonce le clou. Et là, je rentre vraiment où je veux toujours avoir on va dire de l'avance sur les autres par rapport à l'alcool. Ça veut dire que je peux en rentrant chez moi sur 10 minutes de trajet m'arrêter et boire 2 grandes bières d'alcool fort voilà, avant de rentrer parce que je sais que j'ai du monde le soir à la maison et que pour garder cette face Que tout va bien. je suis de nature de quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui suis timide et Qui parle pas beaucoup. Si. Bon, alors là, je vous arrête tout de suite. C'est l'un Non, des mais- plus grands bavards que je connais. mais pas sur moi. Ah Qui oui, se dévoile pas, voilà. Si tu veux. Là, tu me demandes un exercice assez complexe, mais c'est vrai qu'il faut en parler parce que je Ouais. pense que T'es pas tout seul. je suis pas tout seul, et c'est là où du coup je prends la décision. Alors ça, c'est tout l'objet de cette chaîne. Ouais. C'est-à-dire, je sais pas si en plus de l'entrepreneuriat et de montrer mon rebond, hein, parce que pour moi c'est important également, la transparence et de tout ce qu'on a vécu au niveau dépression, etc., et de pouvoir repartir de l'avant. C'était pour moi cette chaîne, c'est aussi un défouloir, un exutoire pour pouvoir parler de tous mes problèmes, parce que comme tu l'as dit, la relation avec tout le monde, que ce soit ses proches, ses parents, ses frères et sœurs, ses beaux-frères, belles-sœurs, compliqué. sa femme, bien sûr. En fait, personne ne nous comprend vraiment. On se sent très seul, tu l'as dit. Et effectivement, la vision des femmes, de nos femmes, qui sont pas forcément chefs d'entreprise ou autres, qui n'ont pas les mêmes problèmes, c'est très très difficile de leur expliquer. Hein, tu m'arrêtes si je me... Si, Non, bien sûr. mais c'est extrêmement difficile. On a construit pas mal de choses positives. Là, on est dans la difficulté, dans l'échec. Il y a les huissiers qui nous tombent dessus, les banques, les cautions, les prêts. Et vraiment, on est dans un état d'esprit extrêmement compliqué. Je vais te poser une question très dure. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé au suicide? Oui. Oui, je vais répondre, on va le dire en souriant aujourd'hui, et oui. Oui, j'y ai déjà pensé parce qu'il y a un moment où, donc pour revenir sur la petite histoire, j'ai on va dire une première alerte à la maison où vraiment, enfin, je sais pas ce qui se passe, je perds connaissance, on m'emmène à l'hôpital. Là-bas, on me dit que ce serait pas mal que je vois un autre médecin qui était pas là ce jour-là, mais on me donne sa carte, j'ai essayé de le rappeler, j'ai jamais eu de nouvelles et j'ai dit allez, je passe à autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis plus enfoncé qu'autre chose. Donc, je décide de demander à mon médecin de m'interner une semaine parce que. C'est pas eux qui te le proposent. Non, c'est pas eux qui me le proposent. C'est moi qui dis. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Voilà. Gardez-moi un peu. En fait, c'était simple. C'était soit il y a l'arbre, la voiture, soit on part de ce côté-là. Donc du coup, c'est difficile, hein. Ça c'est pareil. En plus, toi, tu as des enfants qui sont jeunes, donc ils comprennent pas. Ouais. Voilà, mais
même le regard de ses enfants, il est compliqué quand on est dans ces situations. Ouais, et puis moi, on va dire que j'ai pas pris plaisir jusqu'à aujourd'hui, on va dire tout simplement à m'en occuper parce que j'avais l'esprit complètement ailleurs. Mm. Et voilà, C'est difficile. Hein. Et du coup, forcément, ma compagne et me ça, le reproche. c'est vrai pour les enfants, mais c'est vrai pour tout finalement. C'est difficile d'apprécier quoi que ce soit parce que on a un sentiment de culpabilité qui est énorme. Donc partir en vacances, en week-end, un repas, on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? On ferait mieux d'être au travail ou trouver des solutions et tout. Exactement. Enfin moi c'est ce que je ressens toujours et ce que j'ai ressenti énormément. On ressent et donc pour les enfants c'est voilà. pareil. Et puis forcément moi avant j'avais toujours le travail. Enfin j'ai eu les reproches comme quoi je travaillais beaucoup parce qu'il faut savoir que j'étais quand même très impliqué enfin à chaque fois que j'ai pris un poste ou autre dans ce que je faisais. Donc je me fais donc on va dire le mot hein, c'est interné. Alors on va pas dire que c'est dans une unité psychiatrique, mais c'est dans une unité où voilà on vous met au calme le temps qu'il faut. Une petite pause. Faire une petite pause de tout. Vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de voilà. On vous donne 2-3 médicaments pour que vous fassiez pour dormir. Donc je reste une bonne semaine là-bas où on se sent un peu seul, on réfléchit sur plein de choses. Donc tu as ton téléphone quand même? Ouais, j'ai le téléphone. Ouais, là-dessus il y a pas de souci, mais je me demande quand même ce que je fais là. Voilà, parce qu'on est au milieu de plein d'autres gens qui ont même d'autres problèmes et on se demande. Ça te permet aussi de relativiser peut-être. Ouais, ça, voilà, on va y venir parce que du coup, maintenant, ma vision a un peu changé, mais oui, c'était soit je me faisais aider, soit je pense que j'aurais pris un arbre, même si je pense que je suis trop chochotte pour ça. Mais oui, bien sûr, j'y ai pensé. Oui. Et là, on en vient à Pauline. Oui. Parce que mine de rien, elle est toujours là. Oui. Elle t'a supporté. Oui. Et je la remercie. Ouais. Et c'est pour ça que je voulais lui faire un petit clin d'œil quand même. Parce que le rôle des femmes, des conjoints, il est important. Des femmes dans notre sens, hein, mais si c'était une femme et son conjoint, il est essentiel. Sûr, parce qu'elle a géré, elle a géré forcément les enfants. Elle a pas eu la chance d'avoir, on va dire, une grossesse tranquille parce que forcément on travaillait ensemble. La société était en difficulté, donc elle a dû travailler, on va dire, jusqu'au dernier moment. Et elle travaille encore sur certaines choses. Et exactement, oui. Donc oui, on va dire, je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvé, c'est que sans enfant et sans compagne, je sais pas où je serais aujourd'hui. C'est vraiment ce qui me tient et qui fait que je suis encore là pour pouvoir te parler. On va essayer de passer au côté plus positif désormais. Ouais. Donc là, tu te reconstruis, tu t'es reconstruit depuis quelques temps. Je pense que la pause de vie un petit peu, chômage. J'ai pris du temps pour moi. Pour ta maison aussi, je crois. Dans un premier temps, pour ma maison. J'ai encore un peu le reproche de pas prendre assez de temps, on va dire, pour les enfants, pour mes enfants et même ma compagne en général. Mais je m'étais mis en tête, pour reprendre un peu d'assurance. J'avais en plus, ils sont incroyables, tes petits. Ils sont tout mignons, tout gentils. Ouais, quand tu les vois 2 heures. Comme tous les enfants. Mais si, ils sont franchement, on en a vu beaucoup, hein, des enfants. On a la chance qu'ils soient quand même relativement calmes, et voilà. Mais moi, le peu que j'avais, en fait, le peu de pleurs, de cris ou autre. Oui, c'était trop. Psychologiquement, c'était trop, et voilà. Donc je me suis mis à finir les travaux de ma maison. Alors là, juste, je finis sur tes enfants. Ouais. Je voulais dire un message à tout le monde, et en tout cas moi, comment j'ai géré. Après, mes enfants me diront peut-être des choses différentes. Hein. Et c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais pour moi, c'est essentiel la famille et la famille proche, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Il faut en prendre soin. C'est tout ce qui nous reste dans la vie au final. Alors bien sûr, il peut y avoir des divorces, des choses comme ça, mais les enfants, c'est les enfants. Ça, c'est notre chair et notre sang. C'est indispensable. Et pour moi, c'est vraiment, ça fait partie de notre travail, entre guillemets. C'est-à-dire que de notre vie, notre emploi du temps, il doit être calé autant pour nos enfants que pour notre travail. Et il faut vraiment faire la part des choses, ça je te l'ai déjà dit, parce qu'on a une relation également très personnelle, on va dire, au-delà du professionnel. Et j'ai conscience que quand ils sont petits, c'est pas super marrant, donner le biberon et tout. Pour un homme, c'est moins marrant.
Pour moi, c'est factuel. Mais tu verras quand ils grandissent, quand il y a des interactions avec ton fils, avec ta fille, les relations sont pas du tout les mêmes, mais c'est quand même extraordinaire. Et c'est très, très, très important de prendre du temps pour eux, avec eux, parce qu'autrement, c'est des regrets éternels. Et ça, je pense que tu peux peut-être en parler avec tes parents, ça n'a pas toujours été évident aussi. Ouais. Je pense qu'il faut pas reproduire le même schéma. Non, non, pas du tout. Après, moi, ce que je pensais, on va dire, être un surhomme, à pouvoir tout porter sur mes épaules, et en fait, je me suis rendu à pouvoir tout gérer en même temps, et en fait, je me suis rendu compte que non. Et c'est vrai que, on va dire, on va pas dire qu'ils sont arrivés au mauvais moment, mais c'était le moment où C'est pas loin. voilà. Mais c'était le moment où il fallait vraiment que je sois au boulot parce que je culpabilisais de la perte de vitesse de l'entreprise. Ouais, mais puis là, j'ai envie de te dire, c'est aussi un échappatoire, le boulot. Oui, mais j'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un d'assez émotif et j'ai eu beaucoup d'émotions en même temps. Et en fait, ça m'a un peu plombé. Alors après, je remercie les personnes qui ont été là, que je pense à toi aussi, hein, qui est toujours là. Je pense à mes parents aussi, et puis à ma compagne, de me supporter, et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je pense que sans cet entourage quand même, on va dire relativement bienveillant et sain, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je te disais et que je t'ai interrompu. Après, je te laisserai reprendre. Vraiment, tes enfants, mets-les dans ton emploi du temps. C'est ultra important. Allez, on tourne cette page, on reprend donc sur la maison. Ouais. Donc la maison, comme tu allais le dire, moi je t'ai vu faire, aménager ton garage, faire des travaux dans la maison. Oui, donc parce que ça t'a permis quand même de faire des choses, de produire des choses. Et je pense que c'est important dans la reconstruction, non? C'est surtout de reprendre confiance en soi, parce que j'ai tellement entendu, et plus que tu ne le penses, le fait que tu sois là et que sans toi je n'aurais pas fait tout ça. Mais j'y suis pour rien. Voilà, bien sûr. Mais derrière on se dit peut-être que si ça n'a pas fonctionné, on se remet beaucoup en question. Je suis quelqu'un qui me remet déjà très souvent en question, mais là encore plus. Et je me dis, il faut que je reprenne confiance, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'en ai profité pour vraiment finir ma maison. Faire des choses tout seul. D'autant plus, je pensais, alors ça va faire un petit peu macho, mais ça faisait très longtemps que ma compagne attendait une buanderie toute neuve. Donc voilà, en fait, alors on a beaucoup de clichés aujourd'hui. Hein. Non, mais j'ai les reproches des fois du manque d'attention, mais en faisant ça, à travers ça, je voulais, on va dire, faire, parce que c'est vrai que d'avoir une maison qui est propre, saine, et on va dire. Et là, tu nous as invités à manger il y a pas longtemps. Voilà, j'ai vu le résultat final, c'est vraiment c'est pas mal. Incroyable. Ouais. C'est pas mal. Mais il faut savoir que tout le reste. Et là, tu as vraiment tout fait, hein. Carrelage, placo, peinture, électricité. Ouais. Alors peinture, Pauline, t'as. Oui, c'est plus son rôle. On va dire que c'est plus son rôle. Oui, mais vrai. Franchement, le résultat est super chouette. Ouais. Et donc, du coup, désormais, tu repars sur une nouvelle activité. Ouais. Sur un vrai rebond cette fois-ci. Oui, et surtout sur une création. Donc j'ai envie de partir de zéro. On va dire, alors je te cache pas que je flippe, hein, forcément, que j'ai de l'appréhension, parce que là je suis tout seul. Mais on va dire que dans le processus de reprise de confiance, et pour avancer, même si j'ai l'impression un peu que ma compagne a un peu plus peur que moi, malgré tout ce qui s'est passé, on va dire que je rechute, hein, mais là moi je le vois complètement. Tu rechutes dans quel sens? Rechute psychologique ou rechute au niveau de l'entreprise que ça marche pas? On va dire les deux, parce qu'elle a peur que si ça ne fonctionne pas, je retombe dans certains travers, parce on n'a pas été jusqu'au bout. C'est que malgré tout, je me suis fait aider par rapport à tous ces problèmes-là. C'est qu'aujourd'hui... Donc, quand tu dis aider, c'est psychologue. Psychologue. Alors, les psychiatres, si vous regardez la vidéo, on n'en parle pas, c'est juste des médecins. Non, mais c'est important. Alors, je t'arrête sur ce passage. Effectivement, il y a deux métiers qui sont bien distincts et des fois, on ne sait pas trop. Parce que moi, j'ai la femme de mon cousin qui est psychiatre. Les psychiatres, c'est vraiment des médecins qui sont là pour savoir pourquoi ton cerveau ne produit pas les bons schémas chimiques et qui t'entraînent vers une dépression.
Et donc, ils vont te donner les médicaments pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne mieux, bien, en tout cas différemment. Et après, tu as les psychologues ou les coachs. Donc, moi, je suis suivi par un coach également à l'heure actuelle, qui vont te faire comprendre certaines choses, également tes qualités, tes défauts, le pourquoi du comment, et qui vont t'aider à évoluer de ce côté-là. Donc, Alors, moi, ce que je reproche, on va dire, plus au psychiatre, c'est que en tout cas, celui que j'avais, ouais. ne m'a pas expliqué. On me l'a expliqué parce malgré tout, j'ai vu beaucoup de médecins avec tout ça. Donc, on m'a expliqué le pourquoi du comment, parce qu'il faut le comprendre. Donc, comment réagit notre cerveau, tout simplement, c'est un mécanisme de défense. C'est que le cerveau il se met un peu en off, mais qu'on est en pilotage automatique et bah forcément, on n'a pas cette partie médicamenteuse qu'on nous donne. Quand on se fait aider, donc tout simplement, moi ce que j'avais trouvé qui m'aidait, c'était l'alcool. Ensuite, quand on a les traitements qui vont bien. Et moi, c'est le sport. Voilà. Donc c'est différent. C'est différent. C'est différent, mais voilà, à partir du moment où le traitement il est trouvé et que ça fonctionne, ça va mieux. Donc je vois toujours par contre une psychologue. Donc les rendez-vous sont espacés, beaucoup plus espacés parce que bon, je la voyais presque toutes les semaines. Il y a un moment où voilà, et puis c'était très lourd pour moi à supporter, c'est que j'avais des rendez-vous. C'est simple, très régulièrement chez le médecin traitant, chez le psychiatre, chez la dictologue, chez la psychologue. Donc il y a eu un moment où voilà, même pour moi mes semaines ça tombait tout le temps en même temps, c'était lourd à porter, c'était compliqué. Donc on a espacé tout ça et puis aujourd'hui de ce côté-là, donc j'ai toujours on va dire de l'anxiolytique et de l'antidépresseur on me laisse pour le moment. Pour la partie alcool de ce côté-là qui est très bien géré aujourd'hui. Voilà, donc je ne bois plus du tout de gouttes d'alcool la semaine déjà. Et j'ai retrouvé, j'étais quelqu'un qui avait du mal à dire non. Oui, et puis entre guillemets, il y a boire et boire. C'est-à-dire que tu peux boire raisonnablement sans te mettre sous. Voilà. Et apprécier un bon vin. Exactement. Et moi, le problème que j'avais, c'est que le fait d'aller mal, j'avais du mal à m'arrêter. Donc une fois que c'était parti, c'était parti. Il y a plusieurs formes forcément d'alcoolisme. Je me levais pas le matin à 7h avec une bière. C'était vraiment, je me fixais des horaires quand même. Ne cachais pas dans les toilettes quoi. Non. Et je me fixais quand même des horaires. On va dire voilà, pas avant midi, pas avant 19h. Voilà. Non mais je me fixais. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je ne bois pas, donc je ne comprends pas trop. Mais voilà. Mais je veux dire voilà, il y a plusieurs formes. Mais moi je voulais, on va dire redevenir moi-même. Je voulais pas faire comme certains le font parce qu'ils n'ont pas le choix, être sobre totalement. Je voulais pouvoir retrouver le plaisir. Je sais pas, comme tu l'as vu l'autre jour à la maison, boire un verre et trinquer avec les autres sans ouvrir 4 bouteilles. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Alors après, je crie pas victoire trop vite parce que on peut, il y a des risques de rechute. Mais derrière, j'ai ma compagne qui me soutient. J'ai changé mes habitudes aussi. Donc aujourd'hui, j'y arrive et voilà, ça se passe plutôt pas mal. Donc là, on a redévié sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là. Donc si on reparle de ton rebond, alors je fais moi aussi à nouveau un petit aparté donc, par rapport à mon coaching et à l'aide que j'ai pu avoir. Moi, je me suis inscrit dans une association qui s'appelle 60 000 rebonds. Je t'ai déjà convié potentiellement à m'y rejoindre. C'est une association pour tous les entrepreneurs qui ont liquidé leur société et qui ont besoin d'aide. Et c'est vraiment une aide bienveillante et on se sent justement moins seul parce qu'on est entouré d'entrepreneurs qui ont vécu les mêmes choses que nous. Et ça aussi, c'est pour ça que je fais cette chaîne, c'est pour se dire qu'on n'est pas seul. Et donc, on est suivi gratuitement par un coach et par un parrain ou une marraine qui sont des entrepreneurs et qui vont nous aider à nous reconstruire, à trouver un nouveau projet. Donc, ça peut être un projet salarial et ça peut être un projet entrepreneurial. Donc là, toi, tu as choisi un projet entrepreneurial. Oui. Donc tu vas nous expliquer pourquoi. Tout ça, Explique-nous tout simplement pourquoi et quel est ton projet. Pourquoi quand on a été quand même, je veux dire que j'ai été à mon compte depuis 2019 quand même, donc il y a une certaine liberté quand même, mine de rien. Même si
Beaucoup pensent que oui, on est souvent en vacances, en week-end ou autre, qui n'est pas le cas, mais on peut En fait, on gère comme on a envie, on gère comme on a envie, même si je souligne qu'on est plus souvent au travail qu'à la maison. forcément. Mais quand il y a besoin, on peut gérer notre emploi du temps comme on a envie. Ça c'est, pour moi, c'est ce qui est fondamental. C'est ce qui change tout. C'est-à-dire qu'on travaille souvent plus, voire beaucoup plus, mais on travaille quand on veut. Et ça change tout. C'est comme quand on doit se lever le matin. Quand on n'est pas obligé de se lever, finalement, on se lève quand même à 7 heures Oui. et on est beaucoup moins fatigué. Là, c'est pareil. Quand on veut aller au travail, qu'on sait que si on n'a pas envie, on n'y va pas, ça change tout. Et du coup, on travaille beaucoup plus. Enfin, Mais moi, c'est mon ressenti. il y a ça. Il y a le deuxième point où en fait, la façon dont moi je travaille et que je suis impliqué dans mon travail, j'ai pas envie de travailler pour un patron parce que je sais que je travaillerais de la même manière que si c'était pour moi, donc à faire des heures ou autre, et je sais que Autant le faire pour soi, autant le et faire de pour capter soi. toute la richesse parce qu'on est des entrepreneurs. Voilà. C'est la chaîne de l'entrepreneuriat. Donc, forcément, on sait que on veut créer des choses et avoir le maximum de gains pour soi. Ouais, et puis je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, comme tu disais, j'ai appris à relativiser, j'ai regardé enfin, je me suis ouvert sur plein de choses et je me dis qu'il y a toujours pire que ce qu'on peut vivre nous-mêmes, Tout à fait. même si, voilà, de toute façon, les autres, ceux qui ne l'ont pas vécu, ne peuvent pas la On ne comprendre. peut pas comprendre. Moi, j'en ai parlé avec plein de gens. Comme je te disais, tout le monde me disait mais oui, mais tu rebondis vite. Alors j'avais une pression encore plus, enfin supplémentaire de ce côté-là. Donc voilà, je veux me relancer tout seul cette fois-ci. Pour Donc, nous, l'instant, on t'accompagne voilà, en extérieur. en extérieur. Donc ça fait partie de notre projet aussi. Donc je me vends un petit peu à mon tour. C'est-à-dire que nous, on est en train, comme vous le savez, de créer un cabinet d'expertise comptable avec des associés experts comptables et de faire une société d'assistance externalisée. Donc comme je vous l'ai dit, tous les services qu'on a proposés à l'intérieur de notre groupe, désormais, on les propose à tout le monde. Et donc à toi, c'est-à-dire création de la structure, éventuellement on vous aide, on vous accompagne pour vos financements, vos banques, pour vraiment vous partager toute notre expérience et vous éviter de commettre des erreurs et notre analyse qui, je pense, reste très cohérente par rapport à tout ça. Donc là, tu as souhaité créer ton entreprise. Oui. Donc on t'a accompagné par rapport à ça. On a fait des statuts ensemble. Ouais. Donc raconte-nous un peu ce projet, rentre un peu plus dans les détails. Le projet, il est simple, c'est surtout de recréer une structure. Donc, comme je vais être tout seul axé sur le dépannage et l'entretien de menuiserie. Ouais, vas-y, parce que le dépannage, voilà. Tu dirais rien dire. J'allais y venir, hein, bien sûr, mais voilà, axé vraiment là-dessus. Après, comme je le disais, je me ferme pas de porte, je sais faire pas mal de choses, mais l'axe est vraiment marche après marche. On va reconstruire. Voilà, et j'aimerais, enfin, faire en sorte que, anticiper les trous de travail, donc me diversifier sur d'autres choses. On y viendra peut-être plus tard, mais sur de l'aménagement de vannes ou autre, voilà, quand il y a des baisses de clientèle ou d'intervention, pouvoir faire quelque chose. T'es un peu comme moi, tu as regardé beaucoup de vidéos, tu consommes beaucoup YouTube. Ou TikTok ou des trucs plus courts, plus TikTok, plus jeune que moi, mais des fois pour rentrer dans le détail, c'est intéressant d'avoir des vidéos un peu plus longues. Donc tu nous as parlé d'entretien et dépannage de menuiserie. Oui. Donc là, forcément, c'est quelque chose que tu maîtrises parfaitement. Oui. Tu as potentiellement déjà une clientèle sur le secteur parce que tu avais une très bonne réputation, hein, oui. Du coup. Et puis, de ce côté-là, moi, je peux le dire et je peux le garantir, il fait du très bon travail. Donc, si vous êtes dans la région de Chalon-sur-Saône, n'hésitez pas à le contacter. On mettra tes coordonnées dans la description. Ouais. Mais par rapport à tout notre parcours, parce qu'on en a fait des choses ensemble, là, on en maîtrise on va dire des métiers complètement différents finalement. C'est-à-dire que tu maîtrises le carrelage, tu maîtrises la plâtrerie peinture, sans dire que tu es un vrai professionnel de tout ça. Oui, mais parce que je me vois pas comme un vrai professionnel. Il faut respecter les vrais pros. On dit pas ça, mais pour accompagner ou aider sur des petits travaux. Exactement. Sur des des petits travaux, il y a pas de souci de ce côté-là.
Et après, derrière, donc du coup, ça, c'est un projet dont tu me parles depuis quelques temps, Ouais. c'est d'aménager des vannes. Ouais. Je me souviens plus du tout de la personne ou de la chaîne que tu suis par rapport à ça. Je n'ai plus le nom en tête. Ouais, Je te on l'enverrai, regardera et on le regardera. mettra aussi dans la description si ça intéresse Oui, des gens. parce qu'il y en a plein qui le font, Ouais. forcément. Mais c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'on part sur une base d'un camion qui est vide. Et une fois de plus, créer quelque chose de ses mains. De ses mains, c'est bien, c'est ça. très intéressant. L'artisanat, c'est- Et surtout, ça peut, comme je te disais, ça peut combler un vide de travail. Si on a un trou de 15 jours ou autre, on peut se mettre sur un autre projet sans avoir besoin de personne. Et puis, voilà. Donc là, on peut le dire, on avait rendez-vous ce matin à la banque Ouais. pour Ouais, on peut le déposer tes statuts et ton Et prévisionnel avancer qu'on sur a, le- qu'on a fait ensemble. Mhm. Potentiellement, bah, ça sera la Société Générale. Allez, on va Oui, le dire. on va le faire de la pub. On va leur faire de la pub gratuitement. Donc le but, c'est de déposer le capital Ouais. et puis après d'attaquer dans le dur. Donc de démarcher tes premiers clients et puis voir si ça Si ça fonctionne. prend, si ça fonctionne, exactement. Après, le plan B reste toujours là. Pour le coup, j'ai un plan B de se dire le temps que ça décolle, de travailler En intérim. en intérim, voilà, à droite à gauche. De toute façon, tu es quelqu'un de travailleur. Dans tous les cas, je suis quelqu'un qui suis travailleur, donc s'il y a besoin, on va dire, de travailler pour manger, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est dur de repartir de zéro, hein, quand même. C'est dur, mais je le vis. Enfin, tout dépend. Tu vas me dire comment ça prend dans le temps. Est-ce que parce ça, tu t'es préparé justement psychologiquement à différents scénarios? Alors, moi, je me suis préparé sur le fait, comme d'habitude, je suis quelqu'un qui suis très défaitiste, sur le fait que ça ne fonctionnera pas. ou Bah, pas tout de suite. Ou pas tout de suite. Défaitiste, moi, je dirais pas défaitiste. Je dirais que tu as une vision, désormais, on n'a pas le choix, on a une vision prudente. On sait que ça peut ne pas marcher. J'ai toujours été très prudent, que ce soit même dans ma vie perso, sur la stabilité financière ou autre, sur tout ça. Donc, je préfère me dire que ça va être long ou que ça ne fonctionnera pas et avoir la bonne surprise que peut-être que je te dirai dans 3 semaines. Enfin, T'as plein d'appels. j'ai plein d'appels, je sais pas où aller. Ce que je doute, mais bon, je l'espère quand même dans un coin de ma tête. Mais pour pas être déçu, je préfère partir sur le côté négatif. Et donc là, tu as une stratégie pour essayer de développer ton business? C'est de retourner voir, parce qu'il faut savoir que le dépannage, c'est des choses qui embêtent les grosses structures. Ouais. Donc il y a tout ce qui est syndic de copropriété, des assurances ou autres, où ça, c'est des clients qui ont quand même une demande assez récurrente sur des bricoles. C'est des bricoles, certes, mais des bricoles, quand on est tout seul, ça se fait bien. Quand c'est des grosses structures où, Faut le caser entre où les gars, ils sont 2 dans le véhicule, qu'il faut aller changer un barillet, c'est compliqué. Enfin, voilà, c'est pas rentable, mais bon, ils le font parce que pour l'image. Donc voilà, déjà s'orienter sur cette clientèle-là. Et puis après, on va dire, je suis pas un fou d'informatique, mais une page Facebook, il y a plein de groupes maintenant qui dédiés sur les différentes villes de Pont-de-Vaux, de Tournu, donc faire de la publicité là-dessus, et puis après laisser le bouche à oreille se faire. Ça, laisser prendre comme ça et puis, voir ce que ça donne. Puis on croise les doigts. Et on croise les doigts pour que ça prenne le plus fonctionne et que possible. ça prenne le plus vite possible. Et donc, en parallèle, potentiellement, racheter un camion, l'aménager en van. Exactement. Le louer ou le revendre. ou le voilà, revendre, ça, selon on les- verra. selon Parce que les- on va dire que mon objectif, si j'avais pu le faire, était, j'aurais bien fait de l'achat immobilier, ça tu le sais. Le fait que, comme tu disais, je sais un petit peu tout faire, de pouvoir rénover des appartements et de faire de la location, mais aujourd'hui j'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir me le permettre. Mais à l'avenir, c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Et potentiellement, si ta première partie fonctionne bien, tu pourras demander des financements auprès de ta banque, Exactement. qui nous l'a confirmé tout à l'heure en disant, bah voilà, il faut faut montrer prouver. patte blanche, on va dire, la première année. Et si ça fonctionne bien avec un bon partenaire bancaire, normalement, ça peut avancer. Exactement. Je vais poser une dernière question. Ouais. Si tu pouvais parler à toi-même 5 ans en arrière, juste avant que ça parte un petit peu en cacahuète, qu'est-ce que tu te dirais? Est-ce que tu te donnerais, quel conseil tu te donnerais? Avant que ça parte en cacahuète, quel conseil je pourrais me donner? En fait, tout est arrivé tellement vite que je sais pas ce que
j'aurais déjà jamais pensé qu'on puisse en arriver là, Ouais. de base. Donc, je sais pas. Moi, c'est simple. Je veux dire, Si t'as pas de conseil, t'as pas de conseil. non, j'ai pas de conseils. Moi, Ouais. mais je me levais le matin, on va dire, toujours dans la même optique de faire mon travail comme il faut, que mes clients soient satisfaits. Alors, je te pose une autre question. Ouais. Si à celle-ci, t'as pas de réponse. Pour quelqu'un qui est dans cette spirale-là, dans la même spirale que toi, Ouais. qu'est-ce que tu lui conseillerais? D'en parler. Ouais. De parler. Alors, De parler à qui? De parler à qui Est-ce que alors moi, très sincèrement, je vais essayer de mettre en place cet accompagnement, c'est-à-dire sur les entreprises en difficulté, au bord du redressement ou même en redressement, je vais essayer de proposer ce genre de service. Pour répondre moi à la question, je dirais déjà on a cette association 60 000 rebonds qui est extraordinaire. Même si on n'est pas encore liquidé, je pense que c'est très intéressant de rencontrer des chefs d'entreprise. Et même maintenant que je monte un petit peu en gamme à travers mon cabinet d'expertise comptable, que j'essaye d'être plus corporate, on va dire, et d'aller discuter avec des patrons un peu plus haut de gamme, avec des grosses boîtes, etc. Il y en a très, très, très peu, faut le savoir, qui n'ont pas planté de boîte. Hein. Et quand je dis très, très, très peu, c'est vraiment très, très, très peu. Hein. Parce qu'il y a que ceux qui font rien, qui ne risquent rien. Exactement. Aussi, mais en parler pour revenir, enfin moi entre guillemets j'ai la chance de t'avoir, on va dire en tant que proche aussi, et que surtout que tu comprennes, parce qu'on a ressenti les mêmes choses à des degrés différents, parce que voilà, mais de ce côté-là tu m'as compris. Après en parler à ses amis ou autres, ça extériorise, mais ils comprennent pas. Ouais. Donc en fait on parle dans le vide, moi c'est compliqué. je parle de cette association, c'est parler à des patrons. Et je pense que ça change beaucoup de choses. Après, les signes que notre corps commence à lâcher et que ça commence à aller mal, c'est simple. C'est quand vous vous levez le matin, que vous êtes en pilotage automatique, que vous faites, que vous n'avez aussi plus d'envie, que vous vous levez très fatigué. Moi, je fuyais mes problèmes par le sommeil, donc je dormais énormément. C'est vrai. Toi, tu as de la chance parce que moi, c'était tout l'inverse. Et c'est toujours le cas. Et je dors très, très peu et c'est dur. Ouais, mais on va dire après une bouteille de whisky, tu dors. Ah oui, voilà. J'avais pas le médicament Voilà. qui fait dormir. Voilà, t'avais pas le bon médicament, mais je fuyais beaucoup de ce côté-là. Mais à partir du moment où l'envie le matin, elle est plus la même et que c'est vraiment du pilotage automatique et qu'on met un masque, parce que quelque part, moi j'ai la chance de, moi j'avais un masque De jouer un rôle. Voilà, et j'arrivais en fonction des personnes que j'avais en face de moi à être complètement différent. Si t'es pas cadré, ce sera de ta faute. Hein. Ouais, mais si, ça passe. Ça passe. Ouais. Bon. Il y aura le bide au moins, c'est ça. C'est ça, exactement. mais voilà, faut en parler. Alors, comme tu disais, il y a les associations. Pas hésiter à aller voir un psychologue. Il n'y a pas de honte. C'est des gens qui sont là pour nous écouter. Mais là encore, c'est pas tout à fait la même chose que de parler à d'autres patrons. Oui. Parce que même les psychologues, hein, c'est bien beau. Ils ont plein d'outils et de mécanismes. Ils nous font comprendre des choses. Mais ce que moi j'ai ressenti, ce dont j'ai eu besoin, c'est une vraie compréhension et on peut pas, encore une fois j'insiste, en tout cas dans mon esprit, se faire comprendre mieux que par quelqu'un qui a vécu la même chose. Alors je sais pas ce que tu en penses. Moi j'ai pas eu la chance de pouvoir intégrer ton association. Pas encore. Mais je te dis, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Ben, moi je te dis, je les ai appelés, mais ils veulent pas de moi. Ah bon? Ben, c'est ce que je t'ai dit l'autre jour. Ah mince, t'as pas compris. Ah non, j'ai pas compris. Je te l'ai dit par texto. Pour la simple et bonne raison que, une fois de plus, là où je te remercie, c'est que tu m'avais protégé par rapport au statut aussi. Ah, donc t'es pas gérant? Comme je suis chômeur, aujourd'hui, je n'ai pas le droit. Et voilà. Elle m'a posé la question, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais je lui ai dit. Ah oui, donc oui. Je n'y ai pas le droit. Et elle m'a dit qu'en ce moment, ils avaient une demande qui était forcément très importante. Très importante, donc forcément, je préfère laisser ma place à quelqu'un qui. Ouais, bah tu feras à travers moi. Exactement. Voilà. Moi, j'ai mon coach personnel. C'est dommage parce que ça te correspond totalement et le fait du statut, c'est juste un le peu statut. bâtard. J'aurais peut-être pu contourner, mais voilà. C'est pas grave. Bon, on arrive à la fin. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Comment tu te vois dans 3 ans? Comment je me vois dans 3 ans? Aujourd'hui, je vis un petit peu au jour le jour. Ouais, donc c'est trop loin. Donc c'est trop loin. Dans 6 mois, 1 an?
Ben, je sais pas, parce qu'en fait, tout arrive tellement très vite, dans un sens comme dans l'autre, les bonnes choses comme les mauvaises. Tu as bien une idée, une vision de ce que tu aimerais sur les prochains mois. Oui, Donc, bien sûr. On a fait un prévisionnel ensemble. Voilà, c'est que la société prenne. On respecte potentiellement le prévisionnel. Exactement. Et d'un point de vue personnel, bah en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer à ma femme. c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai encore voilà des petits moments d'isolement ou autre, mais j'essaie de lui faire comprendre et je pense que tout ça rentrera dans l'ordre quand on aura retrouvé l'équilibre et professionnel et personnel, que l'un va pas sans l'autre dans tous les cas, parce qu'elle aussi du coup n'a plus de travail. Donc c'est des situations un peu compliquées et j'essaie de lui faire comprendre que je pense que quand on aura chacun retrouvé notre place au niveau professionnel, au niveau personnel, ça ira mieux et on pourra repartir. De toute façon, on n'est pas voyant. On n'est pas voyant. On espère et puis on travaille pour tout rentre dans l'ordre et puis on essaye de tout faire pour se comme relever, je dis maintenant, vu que je suis à moitié marocain, Inch'Allah, ça va te faire rire. Hein. Oui, c'est sûr. Et puis voilà, donc on arrive au bout de cet entretien. Ouais. Ça t'a plu? Ouais. Tu t'es senti à l'aise? Carrément. C'est pas trop mal. Un peu stressé au début, mais sur la fin, c'est. Non, et puis ça fait du bien, ça fait du bien d'en parler, et surtout si et c'est ce que tu me disais, c'est que c'était important pour toi de partager ton expérience. Si ça peut aider d'autres personnes. Voilà, ouais. Et après, s'il y a des gens qui sont dans le même cas que moi ou autre et qui n'hésitent pas à me contacter, je sais pas, on mettra peut-être mes réseaux ou autre, et je serais ravi. Alors ça, on va y réfléchir parce que je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai pas envie non plus qu'on se fasse agresser ou autre. Bien sûr. Donc mettre des choses privées, c'est pas évident, comme mon numéro de téléphone ou autre. Les commentaires et tout, c'est compliqué déjà à gérer. Donc on va voir, on est au début de cette chaîne. Mais faire une adresse mail. Donc c'est un peu comme ça. Donc là, je vais me tourner vers vous. Donc bien évidemment, si vous avez apprécié ce podcast, vous likez, vous abonnez. Ça nous donne bien évidemment de la force et de la visibilité. C'est ultra important. Si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo et cette chaîne. Il y a énormément d'espoir dans tout ça. Il ne faut pas se contenter et de rester dans l'échec et dans l'isolement. C'est ultra important, je pense. Donc nous, on mettra un lien et de quoi nous contacter. Et potentiellement, si vous voulez partager vos témoignages, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous inviterai avec plaisir dans nos bureaux, dans nos locaux, pour pouvoir raconter votre histoire. Et puis voilà. Donc je vous remercie encore une fois de nous suivre. Je vous souhaite toujours la bienvenue dans la chaîne et dans la vraie vie des entrepreneurs. Et j'espère qu'on pourra aller loin tous ensemble. À bientôt. À bientôt. Merci. Allez, au revoir.